ceux qui ne seraient pas encore parmi nous, ou de nous entendre, puisque effectivement les interviews sont sonorisées dans le reste du salon. Donc bonjour à tous. Et bonjour Jacques. Et bonjour Fabrice. Eh bien, je suis bien heureux de t'avoir à côté de moi pour cette jolie interview qu'on va essayer de faire ensemble. Ravi pour tous ceux qui nous écoutent d'entendre cette voix mythique. Parle-nous encore un petit peu. Ah, cette voix. Mais, voilà, il fallait venir à Mency, parce que je faisais dans le temps une émission qui s'appelait Perdu de vue. Il paraît. Donc il fallait que je vienne à Mency pour te retrouver. Pour nous retrouver. Parce qu'on a travaillé ensemble il y a presque une trentaine d'années. Ça nous a fait très plaisir de nous retrouver. Voilà, Alors, Jacques Pradel, évidemment, c'est quelqu'un dont vous avez entendu parler de mille manières. Peut-être par TF1, Témoin numéro 1, et l'heure du crime, en fait, toutes les autres, ça c'était RTL, les autres émissions perdues de vue, la plus célèbre de TF1. Mais il faut rappeler que tu as eu une très longue carrière dans le service public. Tu as commencé à Radio France, France Culture, France Inter. Oui, absolument. Antenne 2. Et Antenne 2 par la suite, oui. C'est-à-dire que les affaires criminelles, l'univers criminel, j'y ai plongé dans les années 90 à TF1 avec l'émission Témoin numéro 1 que je présentais avec Patrick Menet, qui est un journaliste qui a eu le prix Albert Londres et qui est aussi passionné que moi par les affaires criminelles. Et à TF1, ce qu'on voulait, c'était quand même un peu la marque de TF1 et de Pascal Brognaud qui dirigeait grande productrice. qui était la productrice de nos émissions. On voulait pas faire une émission de plus sur les affaires criminelles. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas faire un côté documentaire. On voulait prendre carrément une place, notre place, qui n'est pas celle des enquêteurs, qui n'est pas celle des magistrats, mais qui est celle du public finalement, puisque nous étions les ambassadeurs des familles qui ne supportaient pas de voir l'enquête criminelle concernant l'un des leurs. Oui, on dit toujours que les enquêtes s'enlisent. Bon, nous, on voulait justement raconter avec les services d'enquête, avec la justice, les raisons pour lesquelles un certain nombre d'enquêtes étaient en panne. Et dire au public, mais vous pouvez aussi, c'est une émission d'entraide, une émission citoyenne, si vous avez une information qui peut faire basculer l'enquête, qui peut relancer une enquête en panne, eh bien, vous nous appelez. Voilà. Donnez-nous des infos. Voilà. Je crois que tu as eu 34 émissions et 34 affaires, sinon résolues, en tout cas, qui ont avancé. Oui, 34 affaires auxquelles on a contribué, parce qu'on n'a jamais voulu se mettre en avant. Et d'abord, c'est plus facile de dire ce qu'on n'était pas que ce qu'on était, parce que ce qu'on n'était pas, ça a couru la presse, évidemment, qui se mettait le doigt dans l'œil largement à l'époque, en nous accusant d'être des journalistes auxiliaires de justice, des espèces de Colombo, des chevaliers blancs. Non, c'était pas du tout notre propos. D'ailleurs, la police faisait appel à vous pour vous demander de l'aide. Vous n'étiez pas du tout... Oui, pas une si mauvaise image, parfois. La gendarmerie, oui. Ah, mais pas la police. La police nationale, moins, on va dire. Okay. Voilà. Alors donc, il y a eu cette époque assez mythique, en tout cas c'est connu du très grand public, puisque chaque émission réunissait plusieurs millions, jusqu'à 7, 8, 9 millions de téléspectateurs, ce qui aujourd'hui est totalement exceptionnel, ne se voit quasiment plus du tout de nos jours, évidemment. Il y avait moins de chaînes. Hein, il y avait moins de chaînes. Mais avant, on l'a dit, service public, donc un travail de journaliste sur des sujets extrêmement divers, et ensuite encore des émissions à la radio, c'est là où on s'est rencontrés à Europe 1, puis à RTL. Oui. Donc tu as fait toute ta carrière, alors énormément à la radio, finalement c'est pas tant que ça à la télé. Non. Ça a été une parenthèse, même si c'est la plus connue. Et à partir de ces années 80-90, hein, essentiellement, tu as basculé dans cet univers qui n'était donc pas le tien, c'était pas programmé, de la justice et de la police. Et tu as écrit au total une trentaine d'ouvrages, dont la plupart consacrés à des grandes affaires criminelles. Et le dernier en date, qui est paru il y a quelques mois, L'univers du crime. Oui, il est paru le 15 mai dernier. Ah oui, alors c'est même pas quelques mois, c'est un mois pile. Donc c'est le dernier bébé, il est tout chaud encore. Voilà. Donc l'univers du crime, Jacques Pradel. Et à nouveau, comme tu l'as déjà fait dans d'autres ouvrages où tu revenais sur des affaires qui t'avaient interpellé, parce qu'il faut savoir que Jacques, quand on le connaît personnellement, c'est un puits de science inépuisable. Vous lui donnez un nom d'une affaire ou un protagoniste d'une affaire,
il peut vous en parler 1 heure. C'est exceptionnel, c'est vraiment une passion et une connaissance aiguë des affaires. Dans ce livre, on va croiser des tas d'affaires. Bruno Soulac, l'ami public numéro 1, parce qu'il était plutôt un garçon charmant, il était un peu une sorte de Robin des Bois. Il n'a jamais tué personne. Il était un peu un Arsène Lupin ou un Robin des Bois moderne, sûr. voilà. Oscar Pistorius, qui était, je le donne dans l'ordre, mais enfin je ne vais pas tous vous les faire, il y en a beaucoup, qui a été cette espèce de champion incroyable olympique, mais qui était lui-même, qui avait des prothèses à la place des gens, mais qui a tué sa compagne. On l'appelait Blade Runner à cause de ses prothèses. Ouais. Et après, l'affaire, on l'a appelé Gun Runner. Gun Runner, parce qu'il faut se rappeler qu'il a quand même abattu sa compagne de 4 balles à travers la porte de la salle de bain. Oui, un soir de fête des amoureux. Sympa. Tout simplement, voilà. Pourquoi offrir des fleurs quand on peut... C'était le 14 février, donc c'est super. La Saint-Valentin. Voilà. C'est un peu mal terminé quand même, parce que c'était sa dernière Saint-Valentin. Il a pensé, ça c'est sa version officielle, il a pensé qu'un cambrioleur s'était introduit dans son appartement et réfugié dans la salle de bain. Il a tiré à travers la porte et en fait, derrière la porte de la salle de bain, il y avait sa compagne. Voilà. Une affaire qui a défrayé la chronique, vous en avez peut-être ou certainement entendu parler, et qui a été effectivement... Alors, tu reviens sur toutes ces affaires très fortes, qui ont suscité beaucoup d'émoi, de mobilisation, d'attention de la part du public, et puis parfois tu reviens sur des affaires qui sont des vrais cold cases complètement oubliés, et qui peuvent impliquer des personnalités extrêmement célèbres. Je pense à Émile Zola. Oui. Émile Zola, c'est finalement une mort énigmatique pour toi. Alors absolument, Émile Zola est mort en 1902, après avoir passé son été, comme tous les étés, sur l'île de Médan, tout près de Paris. Il est rentré avec sa femme Alexandrine, comme il le faisait chaque année, au début du mois d'octobre, je crois, à Paris, dans son appartement de la rue de Bruxelles, dans le 9e, souci du détail, je vous ai dit. Dans le 9e arrondissement de Paris. Bon. Et alors effectivement, c'était un écrivain extrêmement célèbre, qui était admiré par des millions de lecteurs. C'était aussi quelqu'un qui avait focalisé une haine, et je crois que le mot n'est pas trop fort, tenace, depuis l'affaire Dreyfus. L'affaire Dreyfus, bien sûr, sa prise de position. Depuis J'accuse. Il avait pris la défense d'un officier juif qui était faussement accusé de crime, puisque voilà, le capitaine Dreyfus était censé avoir vendu aux Allemands les plans de l'armée française, qui était évidemment faux. Et à l'époque, il faut se resituer à la fin du 19e siècle et au début du 20e, c'est la période des ligues. C'est-à-dire il y a beaucoup d'associations politico, tout ce qu'on veut, et notamment ce qu'on appelle aujourd'hui l'extrême droite, qu'on n'appelait pas de cette façon à l'époque, et une extrême droite antisémite. La plus belle image qu'on puisse imaginer pour comprendre dans quelle situation se trouvait Émile Zola, tous les matins, il recevait par la poste des petits cercueils qu'on lui envoyait. Voilà. En permanence, ouais. Les ligues en question disaient on va enfumer le cochon Zola, bon, coupable donc de ce qu'on vient de dire. Et l'année d'avant, l'année qui a précédé sa mort, en 1901, sur le palier de son appartement de la rue de Bruxelles, quelqu'un avait déposé une bombe. Et s'il avait été derrière la porte, il était mort. Bon. Donc c'est dans cette ambiance-là que on apprend dans la presse, qui tirait à l'époque à plusieurs millions d'exemplaires par jour. Et pas la radio ni la télé, ni Internet. Plusieurs éditions. On apprend que Émile Zola est mort dans la nuit, dans son appartement de la rue de Bruxelles, à la suite d'une intoxication, voilà, due au mauvais fonctionnement d'une cheminée, intoxication à l'oxyde de carbone. Alors, c'est vrai, il est mort de ça. Mais ce que j'explique dans ce livre, c'est que, au-delà de l'accident, c'était peut-être un crime parfait. Et j'explique pourquoi. C'est un journaliste d'ailleurs, parce que les journalistes ont ceci de particulier, c'est qu'une affaire n'est jamais terminée pour eux, et qu'ils peuvent 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans après... Tu en sais quelque chose ? Revenir sur
un événement d'actualité. Et ça a été le cas en 1952 pour le 50e anniversaire de la mort de Zola. Un journaliste qui s'appelait Jean Bedel, qui travaillait pour un journal qui s'appelait déjà Libération, mais qui n'est pas le Libération pas le Libé d'aujourd'hui. C'est le Libé d'après-guerre. Le Libération de l'après-guerre, donc voilà, d'Acier de la Vigerie notamment. Ce journaliste, Jean Bedel, revient sur les circonstances de la mort de Zola, et il essaie de retrouver des gens qui ont été membres de ces fameuses ligues qui voulaient la mort de l'écrivain. Et il va rencontrer un pharmacien de Sarcelles qui lui fait une confidence et qui lui dit « Bah oui, moi c'est dans les années 20 que je suis devenu membre de la Ligue des Patriotes, qui était une de ces ligues d'extrême droite et antisémite. Et il y avait un vieux de la vieille de la Ligue qui s'appelait Henri Buronfos. Et c'est le nom de l'assassin supposé d'Émile Zola. Et d'ailleurs, son deuxième prénom, c'était Émile. Henri Émile Buronfos. Émile comme Émile Zola. Cherchez l'erreur. Et donc, ce Buronfos était ce qu'on appelait à l'époque fumiste. C'est-à-dire qu'il s'occupait des cheminées. Et ce jour-là, de 1902, il travaille sur le toit. Pour les nettoyer. Voilà, pour nettoyer les cheminées des immeubles. Or, justement, ce jour-là, ce jour-là, il travaille sur la cheminée de l'immeuble d'Émile Zola. Comme par hasard. Et il le sait parce que tout le monde sait qu'Émile Zola habite rue de Bruxelles à Paris. C'est quelqu'un de très célèbre, qui n'a pas que des ennemis. Donc, il a donné des tas d'interviews, les journalistes ont donné son adresse. Et là, Dixit, ce pharmacien qui se confie aux journalistes, Henri Buronfos, aurait bouché la cheminée. Volontairement. Voilà, volontairement. Et ensuite, le lendemain matin, quand la nouvelle a été connue de l'ensemble de la France, eh bien, il a débouché la cheminée. Et oui, ce qui explique surtout que, au cours de l'enquête qui a eu lieu, parce qu'il y a eu une enquête de police que je raconte rapidement, sur la mort d'Émile Zola, on a essayé de recréer l'événement, de reboucher la cheminée. Mais en fait, on n'a jamais compris pourquoi la cheminée, alors qu'elle était éteinte dans la chambre où il a trouvé la mort. Voilà. Ça aurait dû mettre la puce à l'oreille. Simplement, comme tu disais, il n'était pas très aimé. Et puis, la police scientifique balbutiait, c'était Bertillon, l'inventeur de l'anthropométrie, et qui détestait Zola, et qui est d'ailleurs un de ceux qui a envoyé Dreyfus en prison en affirmant absolument que son écriture, fausse analyse d'écriture. Donc c'est certainement pas Bertillon qui allait aider Zola. Passionnant, absolument passionnant. Alors il y a beaucoup d'affaires dans ce livre qui sont extraordinaires. Il y en a quelques-unes qui sont très importantes à tes yeux. Il y en a même une qui est ta préférée, je crois, et on va en parler, c'est celle de Simone Weber. Ah, Simone Weber, j'oserais dire que c'est ma préférée. Parce que dans ce qu'il est convenu d'appeler les grandes affaires criminelles qui ont défrayé la France, notamment, il y a des personnages qui émergent. Alors, après, dont on se souvient, il y a Émile Louis, il y a Marie Bénard, il y a Gaston Dominici, et il y a Simone Weber. Qu'on a surnommée la diabolique de Nancy. Voilà. Une femme extraordinaire à tout point de vue. Marquante. Je crois que la formule était bien trouvée, parce que c'était une femme diabolique. Alors, l'histoire, elle commence officiellement en 1985. En 1985, il y a une jeune femme qui porte plainte à la police pour la disparition mystérieuse de son père. Son père, qui s'appelle Bernard Etier, son père est un ouvrier qui travaille dans la chimie, et il a été, depuis quelques années, l'amant d'une certaine Simone Weber. Ils se sont beaucoup aimés, mais ils se sont séparés. Et Simone Weber a littéralement harcelé pendant plusieurs années Bernard Etier en lui reprochant de l'avoir laissé tomber, etc., etc. Donc Bernard Etier disparaît. La police fait son enquête. À ce moment-là, dans l'enquête, il y a un événement qui attire
l'attention du juge d'instruction, Bernard Etier avait une Renault 9. Fameuse Renault 9 qui a disparu. Voilà. Et alors, elle a disparu. Pas tout de suite. Parce que Elle était garée en bas d'abord. elle était garée en bas de l'immeuble. Ouais. Et puis, quand on est revenu pour saisir éventuellement la voiture, elle avait disparu. Alors, le juge est aussi un de mes personnages préférés. Juge-t-il, c'est ça. C'est le juge de l'affaire Guy Georges, c'est le juge... enfin, il a fait plein d'affaires qu'on appelle des faits divers. C'est un vieux de la vieille. Gilbertil, hein, c'est ça. Gilbertil. Et Gilbertil désigne un service de police de la PJ de Nancy, en l'occurrence, puisque ça se passe dans cette région. Et il dit, vous allez me suivre, cette femme, Simone Weber, parce que moi, je suis sûr qu'elle a joué un rôle dans la disparition de son amant. Pourtant, elle a l'air de rien, hein, Simone Weber. Ah ben, c'est une mamie, hein, sympathique. Une brave mamie à qui on donnerait le bon Dieu sans confession, qui est toujours un peu apprêtée, elle donne l'impression de sortir toujours de chez le coiffeur, voilà, etc. Elle est... et les flics se disent... puis fausse piste, ça sert à rien. Ça va être du gâteau de la suivre, parce que elle va pas disparaître comme ça. Or, contrairement à ce qu'ils pensent, à la première filature de Simone Weber, elle casse la filature, comme disent les voyous, et elle casse ses filatures, c'est-à-dire qu'elle prend un sens interdit pour s'échapper, les flics sont coincés par une voiture, enfin bon, ils la perdent. Et le juge Gilbertil, lui, voulait la faire suivre parce qu'il pense qu'elle sait où se trouve la voiture. Il a beaucoup de flair, hein, Gilbertil, hein, vraiment. Il a du flair. Hein. Ah oui, il a un flair incroyable. Et alors, l'histoire est très très complexe à raconter. Oui, on va résumer. Je vous raconte l'essentiel. C'est-à-dire que, comme les filatures semblent difficiles, Gilbertil dit, ce que font tous les juges d'instruction, on va la mettre sur écoute. On va écouter son téléphone. Et là, il y a des gens qui scriptent les conversations téléphoniques de Simone Weber. Et là, un jour, son téléphone sonne. Au bout du fil, c'est sa sœur Jacqueline, qui habite à Nice et qui lui passe régulièrement des coups de fil. Elles sont très proches l'une de l'autre. Et alors, mais elles jouent mal la comédie, toutes les deux. Et ils ont le ton de mauvais comédiens. Ça sonne faux. Alors Jacqueline dit, oui, complètement. Jacqueline dit, ah Simone, il faut que je te donne les numéros à jouer au loto. Ah bon? Alors tu as quelque chose pour noter? Je vais te donner les numéros. Le 12, le 15, le 63. Mais bizarre, 63. Les flics qui ne sont pas tombés de la dernière pluie se disent, mais il n'y a que 49 numéros au loto. Pourquoi le 63? Alors, ils notent soigneusement les numéros les 10 numéros qu'elle a donnés, et c'est un numéro de téléphone d'une cabine téléphonique qui se trouve au pied de l'immeuble où vit à Nice la sœur de Simone Weber. Alors, on met sur écoute, évidemment, la cabine téléphonique en question, puisque c'est comme ça qu'elle communique. Et là, ça continue. Alors, elles ont un code. Simone dit, Jacqueline, il faut que je te parle de Bernadette. Tu sais, Bernadette, il faut payer l'école, hein, parce que il faudrait la changer d'école. Bon, alors il n'y a pas de Bernadette, mais Bernard Etier, quand même. Donc, et si la Bernadette, c'était la voiture? Donc, les policiers suivent maintenant Jacqueline, et elle les amène tranquillement à une agence immobilière où elle loue un box pour mettre une voiture. Et cette voiture, c'est une Renault 9. Elle appartenait à Bernard Etier. Et là, dans le coffre de la Renault 9, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve l'arme du crime, évidemment. Donc la fameuse meuleuse à béton, qui est idéale pour découper des parpaings, mais qui peut très bien servir à découper un humain. Des corps, voilà, c'est ça. Alors du coup, là, on a quand même une preuve ultime. Et son procès arrive en 91, un procès mythique parce qu'elle récuse, je crois, des dizaines d'avocats. Ah oui, elle commente, quoi, c'est la patronne. Oui. Et elle plaide absolument son innocence alors que tout est contre elle, tout plaide contre elle. Absolument.
Et alors, elle a des relations très particulières, parce que c'est un personnage aussi dans sa manière de parler. Elle insulte à la barre les témoins. Les témoins, oui. Elle les agonie d'injures. Et son juge d'instruction, comme elle dit, mon juge, Gilbertine, quand elle est contente de lui, elle l'appelle mon poussin. Quand elle n'est pas contente de lui, elle l'appelle Touvier. Touvier du nom du contre l'humanité. Collaborateur nazi. Bon. Et en fait, Gilbertine avait raison. Comme tu disais tout à l'heure, il avait un sacré pifomètre, l'instrument qui ne tombe jamais en panne. Et elle a été condamnée finalement. Alors, à 20 ans, c'est ça? À 20 ans de prison. Mais elle ne fait que 8 ans. Elle n'en a fait que 8. Et surtout qu'au cours de l'enquête, c'est pour ça que c'est mon personnage préféré, ouais. C'était aussi une tueuse en série. Elle avait aussi tué son mari. Elle avait tué son mari. Elle avait épousé un vieux monsieur qui était hors d'âge, qui avait 88 ans, qui était un ancien militaire, qui s'appelait Marcel Fixard. Mais elle l'avait épousé au début des années 70. Et Marcel Fixard, 3 semaines après son mariage, meurt. Le pauvre. C'est dommage. Bizarre, hein? Bon, juste après le mariage. Voilà. Empoisonné quand même un peu, hein? Alors, on l'a pris après. Vraisemblablement à la digitaline, parce que on a retrouvé dans différentes perquisitions chez Simone Weber des ordonnances de digitaline qu'elle avait utilisées à l'époque. Mais elle avait fait mieux que ça. C'est-à-dire que Marcel Fixard ne savait même pas qu'il était devenu l'époux de Simone Weber. Parce que quand elle s'est mariée avec lui, elle a piqué les papiers de Marcel Fixard, elle a payé un comédien, un acteur de complément, qui a joué le rôle de son mari et qui a signé le registre. Et cet homme-là est mort, malheureusement. Alors qu'il ne savait même pas qu'il était marié. Je comprends que ce soit ton affaire préférée, ton personnage préféré, parce que franchement, elle est extraordinaire, cette Simone. Un personnage de roman, quand même. Bah, ça donne envie de refaire tout le roman. Hein. Je crois que tu as envie d'écrire du roman, non? Oui, même des thrillers. Des thrillers. Ah bah, alors, l'affaire Weber, romancée. Mais il y a mieux à imaginer. Et tu as déjà une idée de ce que tu veux faire? Oui, non, ça, on ne va pas en parler. C'est trop tôt. C'est pas le moment. Mais pour Simone Weber, je voudrais ajouter juste une chose. C'est qu'elle a fait effectivement que 8 ans, alors qu'elle était condamnée à 20 ans. Elle est morte à 94 ans en 2024. Moi, je l'ai eu, j'ai fait des émissions sur l'affaire Weber avec Simone Weber après sa sortie de prison. Elle n'a jamais varié, elle a toujours dit: non, la justice s'est mis le doigt dans l'œil, je suis une victime, et j'ai été condamné à tort. Donc elle a vécu 25 ans après sa libération très anticipée, alors qu'on peut dire que c'est une femme, une tueuse en série quand même. Ah ben, c'est certainement un beau modèle de tueuse en série. Alors malheureusement, c'est le problème, parce qu'on voudrait t'entendre. Non mais chaque affaire mérite. On voudrait t'entendre sur 10 affaires différentes, et croyez-moi, elles sont aussi savoureuses et passionnantes. Il faut lire le livre. Et alors voilà, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas ta voix, mais il y a quand même ta plume et toutes tes anecdotes et ce souci de l'exactitude et cette rondeur aussi dans le récit que tu nous transmets chaque fois. Un petit mot quand même avant de terminer, parce que dans toutes les affaires que tu racontes, il y en a une qui est totalement inconnue, passée à l'as, que tu as découvert dans la presse locale en t'intéressant à la radioactivité. Tu t'es dit, mais au fond, il y a des gens qui ont été empoisonnés par des États, comme Litvinenko par exemple, l'affaire Litvinenko au polonium, donc ça c'était vraiment un produit radioactif utilisé par les Russes. Et toi tu t'es dit, mais est-ce que des gens, simples tueurs anonymes, auraient jamais pu utiliser la radioactivité pour tuer? Et toi tu as découvert à ce que tu as appelé le meurtre à l'uranium à la Hague. Alors en un mot malheureusement. Oui, j'aurais dû parler de tentative de meurtre à l'uranium, parce qu'il n'y a pas eu de victime. La victime a été sauvée, d'ailleurs in extremis, par un accident de voiture. Alors, en 2 mots, il est contremaître à l'usine de retraitement des déchets atomiques de la Hague, cet homme-là, la victime. Il a 80 ouvriers sous ses ordres. Il est détesté par l'ensemble de son personnel parce qu'il est service, il emmerde tout le monde, il est très à cheval sur les horaires de travail, etc. Enfin bon, bref, tout le monde le déteste. Et parmi les 80 ouvriers, il y en a un certain nombre qui ont déjà rayé sa voiture. Un jour, il a trouvé du sucre dans son réservoir. Quelqu'un a mis de l'acide dans son lave-glace. Bon, et là...
le personnage, c'est pas la peine de citer le nom, il y a le droit à l'oubli quand même, qui est un de ces ouvriers préposés à la piscine de l'usine de La Hague, c'est-à-dire la piscine dans laquelle on désirradie des déchets radioactifs. Voilà, on désirradie les déchets radioactifs. Et là, eh ben, il prend un produit radioactif et il le met sous le siège conducteur de la voiture de son contremaître. Et qu'est-ce qui se passe? Le contremaître en question, il fait 20 minutes de voiture tous les jours. Il commence à être fatigué, il commence à s'endormir. Oui, il est irradié, il ne le sait pas. Et un jour, il a un accident. Il percute un arbre au bord de la route parce qu'il s'est endormi au volant. Et ça lui sauve littéralement la vie. Parce que après, il va mieux. Dès qu'il conduit plus sa voiture irradiée, il va beaucoup mieux. Et il décide même de s'acheter la même voiture dès que l'assurance lui aura payé l'accident dans lequel sa première voiture a été détruite. Et là, quand il commande cette voiture, il se dit « Mais je devrais essayer de retrouver l'épave de ma première voiture. » La voiture qui a été irradiée. Pour des pièces détachées, quoi, c'est ça? Il ne sait pas, lui. Ouais. Et il va, oui, pour des pièces détachées, pour faire des économies. Ouais, et là, il retrouve l'épave, il regarde l'épave et il reconnaît tout de suite le matériel radioactif. Voilà. Alors il prévient la police et la suite, une enquête. Il y a 80 gardes à vue. Ah oui, il y en a un qui 80 craque et qui dit oui, ouvriers. J'ai voulu, mais je voulais pas le tuer. Je voulais parce que dans les centrales atomiques, il y a des examens médicaux réguliers pour savoir si le personnel n'a pas été irradié. Sauf que là, pour ce coup, ça n'a pas marché. Personne ne l'a détecté. Qu'il avait été il espérait qu'il soit mais il a été condamné en fait à 2 ans de prison, dont 1 an avec sursis, parce que l'enquête très rigoureuse de la police a montré qu'il n'avait pas l'intention de donner la mort. Voilà. Donc voilà, une belle histoire, une histoire incroyable que j'ignorais totalement et que tu révèles dans ton livre. Ah oui, vraiment. Donc c'est pour ça qu'il faut lire le livre de Jacques, ce dernier opus avec donc l'univers du crime, avec cette trentaine d'affaires sur lesquelles tu reviens et qui sont toutes plus extraordinaires les unes que les autres. Est-ce que vous avez une question pour Jacques Pradel? Oui, alors. Voilà, levez-vous et parlez très fort. Ah bah non, si vous venez jusqu'ici, je peux même vous tendre le micro. Non, je ne parle pas. Bonjour messieurs, merci infiniment pour votre intervention. Je suis moi-même journaliste et je me pose une question peut-être technique par rapport au métier. On aborde des histoires anciennes, celles de Zola notamment, celles qui sont arrivées dans les années 80 également, mais on a aujourd'hui des faits divers qui sont ultra médiatisés. Comment est-ce qu'on arrive, à votre place, à donner une vraie plus-value, aussi bien sur la narration que sur le souci du détail, quand on s'empare de tels sujets? C'est-à-dire que, moi, si vous voulez, d'abord, toujours plus simple de dire ce qu'on n'est pas que ce qu'on est. Je suis pas attiré par le sang, je suis pas attiré par la violence, je suis pas attiré par le spectaculaire du macabre. Et ça existe, hein, c'est pour ça qu'un certain nombre de nos contemporains sont fanats d'histoire judiciaire et d'histoire de crime. Mais c'est pour ça aussi qu'on lit des polars. Bon. Mais pour répondre à votre question, justement, on vit dans un monde d'information de plus en plus rapide. Les chaînes d'information continue m'appellent régulièrement. Il s'est passé un truc à 8h le matin, tout le monde en parle, à la radio d'abord, ensuite dans les journaux. À 10h du matin, BFM m'appelle pour dire « Ah, ça serait bien que vous connaissez tellement bien les affaires criminelles. » Mais j'ai dit « Mais vous voulez que je vienne pour faire quoi? Il n'y a pas d'enquête, on ne sait pas ce qui s'est passé vraiment, on ne connaît pas l'identité de la personne qui est décédée. Qu'est-ce qu'on peut faire ?» Donc je suis officiellement contre le café du commerce. En tout cas, parler pour ne rien dire, en fait. Hein, oui, mais je trouve surtout, je défends un peu notre profession aussi. C'est pas notre métier de faire ça. Ça peut être le métier des influenceurs, des gens qui se mettent se lèvent le matin pour chercher du pont de Ligonnès au bout du monde. Tu l'as toujours pas retrouvé, hein? Non, mais vraisemblablement non. Mais ce que je trouve pas bien, c'est que on instrumentalise des affaires, mais même Dupont de Ligonnès, il a une famille,
il a une sœur, il a une mère. C'est dégueulasse quoi, de faire ça. Donc j'essaye, alors je n'essaye pas de donner des leçons aux autres, mais de faire comme je pense que le public attend de toute façon de comprendre. Quand un gros événement se produit, on se dit toujours, mais pourquoi? Pourquoi? Comment il a choisi sa victime? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il ou elle a pété les plombs? C'est le mystère du passage à l'acte. Et ça, je trouve ça passionnant. Donc j'essaye dans les bouquins de prendre des affaires sur lesquelles on sait suffisamment de choses pour se poser les vraies questions et éventuellement pour répondre à quelques-unes de ces questions. Voilà. Eh bien, merci infiniment Jacques de nous avoir régalé avec ces anecdotes. Merci beaucoup. Incroyable. Vous pouvez retrouver donc Jacques Pradel tout au fond à gauche du chapiteau avec notamment son dernier et quelques autres pour vous le faire dédicacer. Merci.